Dans l'image-mouvement, Gilles Deleuze tente de renverser ce que Henri Bergson dit de ce que, dans l'évolution créatrice donc, il appelle, Bergson, l'illusion cinématographique. Gilles Deleuze résume ainsi le propos de Bergson. Le cinéma, paraphrase Deleuze, procède avec deux données complémentaires. Des coupes instantanées, que l'on appelle images, et un mouvement ou un temps impersonnel, uniforme, abstrait, invisible ou imperceptible, qui est dans, entre guillemets, dit Deleuze, dans l'appareil et avec, entre guillemets, lequel on fait défiler les images. Le cinéma, continue à paraphraser Deleuze, donc ici, vers la fin de la page, le cinéma, d'après Bergson, nous livre donc un faux mouvement. Il est l'exemple typique du faux mouvement. Alors je ne vais pas développer ce point-là, on n'en a pas le temps, ça renvoie au paradoxe de Zénon, mais nous pourrons en parler éventuellement dans la liste de discussion. Le cinéma, fin de citation, c'est moi qui parle maintenant. Le cinéma est l'exemple du faux mouvement par rapport à ce que Bergson tente de penser à partir de ce qu'il appelle la durée, et également de ce qu'il appelle le mouvant, lesquels, la durée et le mouvant, n'ont rien de cette mécanique avec laquelle on fait défiler les images, comme dit Bergson. Or, ici, Deleuze interroge Bergson et tente d'aller un petit peu plus loin. Je me suis d'ailleurs aperçu que tout à l'heure, je donnais une fausse indication quand je disais que Deleuze parlait du faux mouvement, c'était ici. Et maintenant, ici, Deleuze interroge Bergson en disant ceci. Il est curieux que Bergson donne un nom si moderne et si récent, cinématographique, à la plus vieille illusion. Faut-il comprendre que, selon Bergson, demande toujours Deleuze, le cinéma serait seulement la projection, la reproduction d'une illusion constante, universelle, comme si l'on avait toujours fait du cinéma sans le savoir. Voilà ce que demande Deleuze. Et ça nous intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, dans ce cours, je vais prendre ce propos comme si l'on avait toujours fait du cinéma sans le savoir, tout à fait à la lettre. Deleuze a sans aucun doute raison d'objecter à Bergson que la reproduction de l'illusion est aussi sa correction d'une certaine manière. Je cite ici Deleuze. Aussi sa correction d'une certaine manière. Fin de citation. Mais je crois que Deleuze n'en tire pas toutes les conséquences. Précisément parce qu'il ne prend pas en compte la spécificité de cette reproduction comme technique d'enregistrement analogico-photographique qu'est le cinéma, intégrant le « ça a été » de Roland Barthes, et comme fusion des poses instantanées dans le flux d'un objet temporel. Ceci renvoie à ce que nous avions vu dans le cours précédent.
Deleuze ne prend pas en compte cette question de la reproduction analogico-photographique, et c'est pourquoi je crois qu'il échoue finalement à expliciter ce que signifie, ce qu'il disait lui-même tout à l'heure, comme si l'on avait toujours fait du cinéma sans le savoir. Je crois que Deleuze échoue à rendre compte de ce que signifie avoir toujours fait du cinéma sans le savoir, et autrement dit, de ce qui fait la force de l'image animée. C'est Husserl qui a pensé l'objet temporel. Critiquer Bergson et Deleuze au nom de Husserl, comme je m'apprête donc à le faire maintenant, est cependant délicat. Husserl lui-même néglige totalement la question de l'enregistrement dans son analyse. Il faut même dire qu'il l'exclut, l'enregistrement. J'ai tenté de montrer qu'il commet par là une grave erreur, et c'est ce qui m'a conduit à former l'hypothèse d'une structure essentiellement cinématographique de la conscience en général, comme si la conscience avait toujours fait du cinéma sans le savoir, et c'est ce qui expliquerait la singulière force de persuasion du cinématographe. J'ai développé ce point de vue dans ce livre, Le temps du cinéma, qui sera réédité bientôt chez Fayard au printemps 2016. Mais depuis, j'ai découvert des travaux qui m'ont permis d'étayer ma thèse et qui proviennent pour l'essentiel d'un préhistorien qui se nomme Marc Azema, qui soutient dans ce livre, La préhistoire du cinéma, que les notions du cinéma se forment dès le paléolithique supérieur, les notions élémentaires. Il montre par exemple que l'on trouve dans les grottes ornées qui apparaissent il y a au moins 35 000 ans des processus de discrétisation du mouvement, par exemple cette lionne en train de courir, qui, elle, remonte à 11 000 ans et qui se trouve dans la grotte de la Vache en Ariège, en France. Discrétisation du mouvement de l'animal, de la lionne, qui donne à voir des images étonnamment comparables à celles ici de la chronophotographie. La chronophotographie étant elle-même à l'origine du cinéma, puisque c'est avec ce canon à images que ces photographies ont été faites par Étienne Jules Marais, et c'est à partir de ce canon à images que les frères Lumière ont inventé la caméra de cinéma. C'est au développement de l'hypothèse que je viens de présenter, selon laquelle la structure de la conscience en général est essentiellement cinématographique, que ce cours, dans son ensemble, est consacré. Nous avons déjà vu dans le deuxième cours que Husserl s'engage sur le chemin de l'objet temporel lorsque, en 1901, dans la 5e des recherches logiques, il tente de rendre compte de la temporalité de toute conscience comme une structure de flux constituée de rétentions et de protensions. Il emploie déjà ces mots dans ce texte de 1901, rétention et protension. La question est alors d'analyser les conditions phénoménologiques selon lesquelles ce flux peut se constituer. Nous avons vu qu'il est impossible pour le phénoménologue de mener de telles analyses à même la conscience. Nous avons vu ça il y a 2 semaines. Toute conscience est toujours conscience de quelque chose. Comme dit Husserl, sa structure est intentionnelle, ce qui veut dire qu'elle vise quelque chose qu'elle n'est pas. Rendre compte de la temporalité de la conscience n'est donc possible qu'à travers l'analyse d'un objet de la conscience qui soit lui-même temporel. Nous l'avons déjà vu. Husserl trouve cet objet en 1905, c'est la mélodie. Donc je vous redis qu'ici, cette mélodie ne se présente pas comme un objet temporel, mais comme un objet spatial. Une mélodie
est un objet temporel au sens où il ne se constitue que dans sa durée. Le phénomène de cet objet temporel est un écoulement. Un verre d'eau, voire même un verre d'eau sucrée, je précise sucrée parce que Bergson prend cet exemple pour parler de ce qu'il appelle la durée. Un verre d'eau est certes un objet temporel au sens où il est dans le temps. Et à ce titre, il se trouve soumis aux lois de la physique universelle et de l'entropie. Il est temporel, tout simplement parce qu'il n'est pas éternel. Ainsi, le sucre peut-il fondre dans l'eau du verre? Mais ceci est vrai de tout objet réel. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que dans l'entropie, tous les objets fondent, parfois à travers des milliards d'années. L'objet proprement temporel, le Zeitobjekt, comme dit Husserl, n'est pas simplement dans le temps, comme le verre. Il se constitue temporellement. Il se trame au fil du temps, comme ce qui apparaît en passant, comme ce qui passe, comme ce qui se passe, comme ce qui se manifeste en disparaissant, comme flux s'évanouissant à mesure qu'il se produit, comme ce cours par exemple. L'objet temporel est le passage du temps. Il est le passage du temps. Et c'est pourquoi c'est le bon objet pour rendre compte de l'étoffe temporelle de la conscience elle-même. Parce que le flux de l'objet temporel coïncide absolument avec le flux de la conscience dont il est l'objet, comme nous l'avions vu dans le cours précédent. Pour que vous puissiez m'écouter maintenant, et ce cours est un objet temporel, vous êtes obligé de coïncider avec le temps de mon cours. Sinon, vous ne suivez plus le cours. Cette coïncidence est la condition de votre attention. Rendre compte de la constitution du flux de l'objet temporel, ce sera aussi rendre compte de la constitution du flux de la conscience dont il est l'objet. Voilà, en tout cas, ce que croit et que soutient Husserl. Et je pense qu'il a raison. Dans l'objet temporel qu'est une mélodie, Husserl découvre ce qu'il appelle la rétention primaire, comme nous l'avions vu également. Il commence à en décrire le phénomène ici. La rétention primaire, dit-il, est une sorte de souvenir, mais ce n'est pas pour autant le souvenir rappel de la mémoire. Husserl nomme celui-ci tantôt le ressouvenir, Wiedererinnerung en allemand, tantôt le souvenir secondaire, ce que j'appelle moi-même la rétention secondaire. La rétention secondaire ne peut apparaître, et comme passer, qu'une fois que la dernière note de la mélodie a été entendue, constituant la fin de l'objet temporel et de sa présence, c'est-à-dire de son passage. Il faut que la mélodie cesse pour pouvoir devenir une réalité du passé. C'est une évidence. Mais quand on confronte la rétention secondaire et la rétention primaire, on s'aperçoit que la rétention primaire est elle-même retenue dans le passage même, pendant le passage de l'objet temporel, c'est-à-dire dans le présent de l'objet temporel. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur ce passage de l'objet présent à l'objet passé, et donc de la rétention primaire à la rétention secondaire. Mais on va y revenir. La rétention primaire, c'est ce que le maintenant d'un objet temporel en train de s'écouler retient en lui de tous les maintenant déjà passés de cet objet temporel. Par exemple, tout ce que je dis depuis le début de mon cours, là, maintenant. Pour que maintenant vous puissiez suivre ce que je dis, il faut que vous reteniez d'une manière ou d'une autre, même si vous n'en avez pas conscience, ce que j'ai dit depuis le début du cours. Il en va de même en musique. Par exemple,
la 13e mesure de la partition que je vous ai montrée tout à l'heure, la 13e mesure que voici, ici, retient les 12 mesures qui la précèdent. Et dans chaque mesure, les notes qui composent ces mesures et qui précèdent les notes de la 13e mesure sont également retenues par la 13e mesure. Elles sont retenues plus précisément au début de la 13e mesure par la première note de cette 13e mesure, c'est-à-dire par ce La qui est ici. Ce La qui se constitue comme La dans son rapport au Ré qui le suit et à toutes les notes qui le précèdent. Nous avions déjà vu cela dans les 2 cours précédents, il y a 2 semaines. Bien qu'il soit passé, les maintenant qui précèdent dans l'objet temporel l'actuel maintenant se maintiennent en lui. Et à cet égard, il reste présent tout en étant devenu passé. Il reste présent comme s'étant passé en se maintenant comme tel dans l'actuel maintenant. Ils sont maintenus à la fois présents et absents dans l'actuel maintenant passant. Et ce, tant que l'objet temporel n'est pas complètement écoulé, complètement passé, c'est-à-dire fini. Lorsque j'écoute une mélodie, l'objet se présente à moi en s'écoulant. Au cours de cet écoulement, chacune des notes qui se présentent maintenant retient en elle la note qui l'a précédée, celle-ci retenant elle-même la précédente, etc. La note actuelle maintient en elle toutes les notes qui l'ont précédée. Elle est le maintenant comme maintien de la présence de l'objet. Le présent de l'objet temporel est sa maintenance. C'est ainsi que se constitue l'unité de l'objet temporel. C'est parce qu'elle retient toutes les notes, tous les maintenant sonores qui la précèdent, que la note présente peut sonner mélodiquement, musicalement, être harmonique ou inharmonique, être proprement une note, et non seulement un son ou un bruit. Bien entendu, ces rétentions primaires ne peuvent être confondues avec des souvenirs, au sens où l'on peut se souvenir par exemple d'une mélodie que l'on a écoutée hier. Comme cela arrive à Marcel Proust avec la fameuse sonate de Vinteuil dont il parle ici dans Du côté de chez Swann. Car en ce cas, il ne s'agirait que d'une mémoire de rappel, le rappel de quelque chose qui s'est passé, mais qui n'est plus présent, c'est-à-dire qui n'est plus présentement passant. La rétention primaire est au contraire une association originaire, comme disait déjà Brentano, entre le maintenant et ce que Husserl nomme son tout juste passé, qui reste présent dans le maintenant. La maintenance du tout juste passé dans le présent passant est ce qui accorde son contenu à ce qui se présente maintenant. Et c'est ce qui illustre à l'évidence la mélodie, où il est clair que la note ne sonne que par rapport aux notes qui la précèdent et qui la suivent. Et qui la suivent dans la mesure où celles qui suivent sont celles où elle résonnera à son tour et dont elle ménage maintenant la venue. Par exemple, comme le La que je citais tout à l'heure ménage la venue du Ré. Elle ménage la venue des notes à venir comme protension. Elle crée une attente chez l'auditeur de la musique ou le spectateur, par exemple, du film, en créant une anticipation qu'elle recèle, une attente qu'elle maintient depuis les rétentions qui l'ont précédée. C'est ce que j'avais dit
dans un cours précédent lorsque je disais que, par exemple, si je fais je crée, j'installe une attente rythmique. Ou encore, si je dis dans la civilisation occidentale ta, je crée une attente de la suite. Et ces structures-là que j'entends, et nous verrons à travers un film d'Alain Resnais comment en fait je les acquiers, sans même m'en apercevoir, créent des horizons d'attente. Nous verrons comment tout cela se rejoue au cinéma, par exemple, comme suspense, mais pas seulement comme suspense. Nous l'avons déjà vu d'une certaine manière, mais un petit peu rapidement, et j'y reviendrai dans Intervista de Federico Fellini, lorsqu'il montre comment, à partir d'un certain nombre de types de dispositifs, j'ai des attentes qui vont faire que, par exemple, des chiens en carton, des artifices absolument grotesques, des éléphants en carton, par exemple, eh bien, je vais les voir comme des éléphants et pas comme du carton. Parce que j'attends des éléphants et non pas du carton. C'est aussi, comme nous l'avons vu dès le deuxième cours, ce qui illustre de façon particulièrement claire, dès le premier cours, je dirais même, ce qu'on appelle l'effet Kuleshov. Cette expérience, nous l'avons vu, consista à faire suivre le même plan du visage de Mosjoukine par 3 images différentes. Et cette expérience fit apparaître ainsi un processus, à vrai dire, légèrement différent de celui que décrit Husserl comme rétention primaire, puisque dans ce que décrit Husserl, la rétention primaire est préparée par la note qui précède, par exemple le La qui précède le Ré, et qui fait sonner le Ré comme un Ré. Et je vous rappelle qu'une note n'est pas une fréquence, un son ou un bruit. Le La n'est pas 440 Hz. Pendant très longtemps, à Leipzig, le La était à 380 Hz, et ça ne dérangeait absolument pas la musique baroque, parce que des notes, ce ne sont que des intervalles, c'est-à-dire des rapports, et non pas des fréquences. C'est pour ça qu'elles ne sont constituées, ces notes, que par les rapports qu'elles nouent ensemble. Dans le cas de l'expérience de Kuleshov, il ne s'agit pas d'un plan qui précède un autre plan, mais de plans qui suivent un autre plan, et qui produisent une rétro-détermination du plan 1. Le plan 1, c'est le visage du comédien qui est là. Je rappelle qu'ici, ce n'est pas Mosjoukine, c'est une reconstitution de l'expérience, donc on a perdu les films où a été faite cette expérience. Mais donc, imaginez-vous qu'il s'agit de Mosjoukine, et non pas de cet acteur dont je ne sais pas qui il est, et c'est le même plan qui est suivi par des plans différents, que je vais appeler le plan 2, le plan 2' et le plan 2 secondes, et qui ont ces 3 séquences différentes, toutes petites séquences avec seulement 2 plans, et bien produit des effets différents sur les spectateurs. J'ignore dans quelle mesure la reconstitution que je vous montre ici est conforme ou non à ce qui fut effectivement produit par Kuleshov, si c'est Kuleshov qui l'a produit, parce que Pudovkin s'est revendiqué de l'avoir fait, et en fait il y a un grand débat sur savoir qui a fait cette expérience, mais je dirais que ça nous est un peu égal. Ce que je veux souligner, c'est que si ces 3 effets différents ont été produits par la même image, ce qui a d'ailleurs été dénoncé d'après Kuleshov lui-même par le comédien, qui refusait ainsi de comprendre, puisque c'était un comédien de théâtre, ce qu'allait devenir le cinéma, qui fait travailler non pas des comédiens, mais des acteurs, et ça c'est très important de le comprendre. Si ces 3 effets différents donc furent possibles, c'est dans la mesure où le visage de Mosjoukine devait avoir une expression indéterminée, tout comme celle tant commentée de la Joconde. Vous savez sans doute que d'innombrables lignes et pages ont été noircies pour essayer de dire quelle est l'expérience de la Joconde, l'expression de la Joconde. Et en réalité, vraisemblablement, la puissance de la Joconde, c'est que précisément, elle accueille toutes sortes d'expressions possibles. Certains disent qu'elle est dans la béatitude, d'autres dans la mélancolie, etc., etc. Mosjoukine a dû adopter quelque chose, une attitude semblable pour pouvoir accueillir toute protension rétroactive
provoquée par le cercueil d'une petite fille, une assiette de soupe par quelqu'un qui sort de prison et qui est très affamé, ou quelqu'un de désirable et de désiré. De fait, tel est le cinéma que se fait sans cesse la conscience. Voilà ce que j'essaye de vous expliquer. Pour que le cinéma puisse fonctionner, le cinéma de Kuleshov, le cinéma d'Alain Resnais, le cinéma de Hitchcock, il faut que la conscience en général se fasse du cinéma. C'est-à-dire qu'elle projette sur ces objets ce qui les précède dans la séquence où elle les insère. Et je vais essayer de vous montrer maintenant que la conscience fait des prises, constitue des plans et construit des séquences. Et qu'elle rétroprojette ce qu'elle a produit à partir de ce qui suit, et qu'elle seule produit. Quand elle regarde un film, quand elle écoute mon cours, quand elle entend une musique. C'est vous qui dites ce que je dis, ce n'est pas moi. C'est vous qui le produisez, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et nous allons y revenir très en détail pendant tout ce cours. Et j'espère qu'à la fin de ce cours, je vous en aurai convaincu. Ici, je voudrais vous livrer une anecdote. Un jour, c'était une époque où j'habitais à 35 km de Compiègne, j'allais prendre une autoroute, l'autoroute A1 ou A1. Mais je ne pus pas prendre cette autoroute parce qu'elle était barrée en raison d'un accident par les gendarmes, qui me dirent d'aller la récupérer 20 km plus bas à l'entrée suivante. J'allais donc récupérer cette entrée, et reprenant la voie principale de l'autoroute A1, je me crus tout à coup perdu. Je paniquais, comme tout automobiliste qui croit avoir pris une mauvaise bretelle d'autoroute. Je ne reconnaissais pas du tout le tronçon d'autoroute sur lequel je roulais à présent. Et pourtant, je m'aperçus au bout d'1 ou 2 minutes que c'était en réalité le même que d'habitude. Mais comme je l'avais enchaîné autrement que d'habitude, je l'avais monté différemment, pourrait-on dire, il ne se présentait plus à moi comme d'habitude. Et donc, je m'y croyais perdu. Cette histoire m'est arrivée il y a à peu près 20 ans. Tel est aussi le principe même du cinéma. Agencer des éléments en un seul et même flux temporel, qui est ici le flux temporel de close-up de Kiarostami, que j'ai reconstitué avec le logiciel ligne de temps, un flux que nous voyons là, grâce au logiciel ligne de temps, comme un ensemble synoptique, tout comme la partition que je vous montrais tout à l'heure de Gluck, enfin de Chrysler ayant transcrit Gluck, ou arrangé Gluck. Tandis que le flux temporel ne se présente pas au spectateur du tout comme cela, mais plutôt comme ceci, c'est-à-dire comme une image qui ne cesse de se modifier sur l'écran et dont la structure d'ensemble de l'unité du film, dont les téléstructures à l'intérieur de cet ensemble de l'unité du film sont invisibles à l'œil nu pour le spectateur, pour ces spectateurs qui sont là, qui sont en train de regarder la rose pourpre du Caire. Invisible à l'œil nu, mais ayant évidemment des effets sur cet œil nu. Il est évidemment intéressant de noter ici que l'image que je présente là est extraite d'un film qui s'appelle La Rose pourpre du Caire, dans lequel on projette un film qui s'appelle La Rose pourpre du Caire, dans lequel on voit des spectateurs en train de regarder le film. Nous y reviendrons au moment de regarder ce film. La théorie husserlienne de la rétention primaire est la base conceptuelle, à mon avis, la plus féconde pour analyser le cinéma tel qu'il est né en 1895 avec les Frères Lumière, mais aussi le cinéma généralisé que la conscience se fait, au moins, selon moi, depuis le Paléolithique supérieur. C'est Brentano, comme je vous l'ai déjà dit, qui a tenté le premier de penser la rétention primaire de ce que Husserl appelle le tout juste passé. Mais selon Husserl, Brentano a échoué, dans la mesure où il posait que la rétention primaire, en tant que passé
originairement engendrée par le maintenant présent de la perception, était une production que l'imagination associait originairement comme passé à cette perception. C'est Brentano qui dit ça. Brentano dit « Le son retenu est en fait produit par l'imagination ». Dans la version de Brentano, c'est l'imagination qui affecte à la rétention un indice de passé, comme dit Husserl, entraînant du même coup le maintenant présent et ses rétentions dans un écoulement où l'objet temporel, passant, finit par s'évanouir. Or, pour Husserl, qui a suivi les cours de Brentano, c'était un élève de Brentano, Husserl, c'est Brentano qui a initié Husserl, dont je vous rappelle qu'il était mathématicien au départ à la philosophie. Pour Husserl, un tel point de vue est inadmissible. Parce qu'il revient à dire que le temps d'un objet temporel est imaginé et pas perçu. Et que par conséquent, les objets temporels ne sont pas des réalités, mais des effets de l'imagination. Cela revient à nier purement et simplement le temps lui-même. Or, ce que pose Husserl, tout comme Bergson d'ailleurs, c'est que s'il y a bien quelque chose que nous vivons immédiatement comme une évidence, c'est notre propre temporalité. Ce qui se donne comme une évidence absolue, c'est le temps. C'est le passage du temps. Husserl a sans aucun doute raison d'objecter ainsi à Brentano. En revanche, en posant que la rétention primaire n'est pas une production de l'imagination, mais le phénomène de la perception du temps par excellence, Husserl non seulement distingue la rétention primaire de la rétention secondaire, comme on comprend maintenant pourquoi c'est nécessaire. La rétention primaire appartient en effet à l'objet présent, passant, perçu. La rétention secondaire à l'objet passé, remémoré et donc imaginé. Husserl donc les distingue, mais il ne se contente pas de les distinguer, il les oppose. Opposer de manière absolue les rétentions primaires de la perception aux rétentions secondaires de la mémoire, c'est-à-dire de l'imagination, sous prétexte précisément que les souvenirs de la mémoire ne sont que des reconstructions de l'imagination. Opposer les rétentions primaires de la perception donc aux rétentions secondaires de la mémoire, c'est-à-dire aux reconstructions imaginaires de la mémoire, donc à l'imagination, c'est instaurer une différence absolue entre perception et imagination. C'est ce que dit Husserl. La perception ne doit absolument rien à l'imagination. Pourquoi est-ce que Husserl veut faire cette opposition radicale? C'est parce que le but de Husserl, en tant que mathématicien, en tant que scientifique, c'est de fonder une vérité absolument indubitable. Et c'est donc tenter de purifier totalement la perception de l'imagination. C'est poser que la perception ne doit absolument rien à l'imagination et que ce qui est perçu n'est en aucun cas imaginé, ne peut absolument pas être contaminé par les fictions, en quoi consistent toujours les productions de l'imagination, c'est-à-dire aussi de la mémoire. Pour Husserl, la vie est la perception et la perception n'est pas l'imagination. Autrement dit, la vie n'est pas du cinéma, ni la philosophie. On verra dans le cours prochain comment et pourquoi il est nécessaire de dépasser ce point de vue. On ne peut pas accepter ce point de vue, ce qui ne veut absolument pas dire qu'on va récuser la vérité scientifique, par exemple. Ça veut simplement dire que la vérité scientifique sera toujours conditionnée par ses instruments d'analyse et la mémoire des scientifiques eux-mêmes sera conditionnée par ces instruments également. Nous le verrons dans le cours suivant. Et
avant de nous quitter, je vous recommande d'aller sur YouTube, par exemple, écouter cette interprétation par Alberto Reguera de l'adaptation d'Orphée et Eurydice de Gluck par Kreisler, que nous allons écouter maintenant. C'est très différent d'un objet spatial, un objet temporel. C'est quand même, dans le cas de la musique, beaucoup plus intéressant. Voilà, à la prochaine fois.